Donc je vais inviter 4 personnes à me rejoindre. Le CEO de Libéo, Pierre Dutaret. La cofondatrice et CEO d'iPadZat, Anne-Sophie Leniel. Le responsable partenariat développement digital de l'Air Hermès, Gilles Porte. Et la Head of Partnerships chez Agicap, Amélie de Vaumécourt. Je vous laisse vous installer. Donc je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est très intéressant parce que donc, nous avons des acteurs plus anciens comme l'Air Hermès qui ont donc un éclairage différent de fintech players que l'on voit apparaître depuis quelques années maintenant. Vous avez chacun des processus de développement, soit en direct auprès des TPE, PME, soit en indirect avec des partenaires. Donc c'est vraiment l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'obtenir de votre part un maximum d'informations et vraiment des cas concrets pour nous aider à comprendre comment vous vous êtes organisé, ce qui ne marche pas. Donc la première des questions, je vais vous demander à chacun de nous expliquer ça, c'est en tout cas dans le contexte des sociétés dans lesquelles vous travaillez, comment vous concevez l'offre en direct, de l'offre en indirect, et après on regardera les use cases. Déjà cette première question. Pierre, tu commences ? Bonjour à tous. Donc Libéo rapidement, c'est une solution qui permet aux TPE et aux PME de centraliser leurs factures et de les régler au même endroit sans avoir à se connecter à leur banque. Et donc du coup, on distingue en fait deux types de clients finaux et donc deux go-to-market liés à ces clients finaux. Des clients qui vont vouloir utiliser notre service en lien ou intégré à un autre logiciel qu'ils utilisent déjà. Ça peut être un ERP par exemple. Et donc dans ce cas-là, ça va être de la distribution indirecte. Et des clients qui veulent un outil vraiment identifié sur ce use case-là, celui de la gestion et le règlement des factures, et qui vont donc être adressés directement. Anne-Sophie ? Bonjour à tous, moi c'est Anne-Sophie Leniel, je suis CEO d'iPadZat. iPadZat, c'est une suite d'outils qui est destinée à la TPE-PME pour gérer au mieux ses finances et sa comptabilité. Donc ça va de la récupération des factures de manière automatisée, en passant par la facturation, le rapprochement bancaire, l'initiation de paiement également, et puis une visualisation très claire de la trésorerie en temps réel. Merci. Et donc, pour revenir à la question qui était la question de la conception de l'offre, nous, au départ, l'idée, c'était vraiment de simplifier la vie du dirigeant de TPE-PME. Donc on a cette suite d'outils tout intégrés, qui nous distingue vraiment de la concurrence, puisque généralement les acteurs sont plutôt sur des verticales. Et donc on a répondu en premier lieu à nos propres besoins, parce que nous sommes des entrepreneurs. Et pour l'indirect, puisqu'on touche à la comptabilité c'est la collaboration avec son expert comptable au quotidien. Donc l'idée c'était d'avoir une plateforme sur laquelle experts comptables et entrepreneurs peuvent collaborer de manière efficace, asynchrone aussi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes horaires. Et donc, cette plateforme est conçue pour être très experte, avec un niveau d'exigence très élevé du côté expert comptable et un aspect de vulgarisation de la comptabilité du côté de l'entrepreneur, puisqu'il n'a pas du tout les mêmes attentes. Voilà, donc voilà comment on a conçu. Parfait. Gilles ? Bonjour à tous, Gilles Porte, donc de l'Air Hermès. L'Air Hermès, c'est un acteur très ancien, comme l'a souligné Solène, qui intervient sur le marché du B2B en matière d'assurance crédit interentreprise. Donc historiquement, en fait, notre approche du marché, c'est une approche qui est essentiellement intermédiée par des réseaux de courtiers spécialisés, qu'on a aussi complété depuis quelques temps par des commerciaux intégrés directs. Malgré tout, on est quand même historiquement dans une vente totalement intermédiaire. On a développé, parce qu'on se diversifie aujourd'hui, on sort un petit peu du cadre de notre métier traditionnel d'assurance crédit, on fait de la vente de recouvrement, on fait de la vente de produits de caution. On a développé des plateformes, et donc c'est encore pour nous une façon d'approcher le marché en direct, ce qui veut dire qu'on propose directement sur des sites internet, en fait, la possibilité à des entreprises de souscrire directement. Et on a complété cette approche, avec certains partenaires qui sont d'ailleurs autour de moi, on a complété cette approche parce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon une approche indirecte, c'est-à-dire une approche intégrée dans des plateformes tiers, au travers d'API, où nos services en fait sont proposés comme étant une sorte de complément de gamme ou de complément de service qui va être offert par nos partenaires. Ce qui pour nous est une façon évidemment d'approcher le marché d'une manière très différente, puisqu'on n'a plus un accès direct vis-à-vis de notre client, c'est plutôt l'intermédiaire qui va être notre client et notre interlocuteur.
Et alors, en fait, je me permets, après je te laisserai la parole, mais comment est né ce besoin? Est-ce que c'est remonté de vos clients, des équipes sales? D'où est venue l'idée de développer ce mode de distribution? Alors, je dirais que ce changement de mode de distribution, il est vraiment lié au changement de culture de l'entreprise et notamment à une volonté de s'inscrire dans le mouvement de digitalisation de l'économie, le mouvement de plateformisation, pour utiliser des gros mots à la mode. Donc, on a effectivement pris la décision de commencer à approcher le marché d'une manière différente. Et avec un sponsor d'ailleurs très fort au niveau du board, hein, qui a vraiment pris conscience qu'il fallait probablement changer la manière traditionnelle, et notamment parce qu'on parle, le sujet c'est pro, TPE, PME. C'est un marché aujourd'hui qu'on a un petit peu du mal à adresser quand on passe par des canaux traditionnels et historiques. Le courtier d'assurance crédit ou le courtier d'assurance qui part avec petite sacoche voir un client, ça ne marche pas toujours très bien aujourd'hui avec des pros et des TPE. Il y a un coût d'acquisition qui est très élevé. Voilà, donc il y avait à la fois une logique, je dirais, de coût de distribution, mais il y avait aussi une logique quelque part d'offre de service. Il n'y a pas que l'aspect distribution dans ce schéma, dans ce nouveau schéma de pensée. C'est vraiment aussi de proposer des services nouveaux. Typiquement, le recouvrement dont je parlais, c'est un service qui n'était pas proposé jusqu'alors je dirais de manière autonome. C'était un service qui était proposé dans le package global d'un service d'assurance crédit. Et là, on s'est dit, finalement, il y a des besoins aujourd'hui. Il y a des entreprises qui ne veulent pas forcément s'assurer crédit, mais qui, par contre, ont des besoins de recouvrement. On a un savoir-faire, on a des équipes qui savent faire ça. Développons une solution digitale. Donc, on a commencé par développer un site Internet qui s'appelle Recouvrer ma facture. Et ce site, on l'a ensuite APIsé et on l'intègre aujourd'hui dans des parcours tiers avec des partenaires. Parfait, merci. Amélie, je te donne la parole maintenant. Bonjour à tous. Du coup, Amélie de Vaumécourt. Je travaille pour un éditeur logiciel qui s'appelle Agicap et qui édite une solution de suivi et de pilotage de la trésorerie pour les TPE-PME. Et pour vous raconter un peu l'histoire, rendre ça concret, quand j'ai rencontré les fondateurs d'Agicap il y a 1 an, un peu plus, il n'y avait que du direct chez Agicap et le direct était splitté en 2. On avait d'un côté l'inbound et de l'autre côté la outbound. L'inbound, c'était le paid, l'attraction de notre marque, du site et des gens qui venaient en direct taper à notre porte en disant « Bonjour, je voudrais du suivi et pilotage de trésorerie ». Puis pendant la période Covid, c'était assez à la mode. Et puis on avait l'indirect avec une équipe commerciale qu'ils étaient en train de monter, en disant on va appeler des dirigeants et discuter avec eux en disant en fait comment vous gérez votre trésorerie au quotidien. Et puis by the way, en fait on a un outil et peut-être que ça pourrait être intéressant. Et du coup, quand je les ai rejoints, ils m'ont dit voilà, il y a des gros acteurs, il y a des plus petits, il y a des gens qui disent on pourrait faire des trucs ensemble, mais on ne sait pas trop comment et on ne sait pas trop pourquoi. Viens avec nous et puis essaye de défricher le sujet. Ça, c'était il y a 1 an. Désormais, c'est une équipe de 7 personnes chez Agicap qui est appelée à doubler. On recrute 7 nouvelles personnes sur l'équipe et qui traque en France 15% du chiffre d'affaires. Et l'ambition, c'est de pousser à 30% sur globalement tous les pays dans lesquels on est, France, Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas, et puis bientôt les Nordiques. Et en fait, ça a été possible grâce à un changement, je pense, plutôt de mentalité globale, de gros acteurs, notamment Euler Hermès avec lequel on travaille, mais d'autres, des acteurs assureurs, bancaires, des gros mastodontes, où nous, petites startups à côté, on les regarde avec des petits yeux, qui sont dans une logique d'APIisation, d'open innovation, d'open banking, de plateforme as a service, et qui ont tous la même stratégie de dire aujourd'hui, faisons très très bien notre cœur de métier, mais des acteurs innovants sont en train de faire des choses que nous, en interne, développer, c'est compliqué. Donc proposons, rendons accessibles ces produits-là à notre clientèle historique. Et avec cette opportunité-là aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est quasiment 15% de notre chiffre d'affaires qui est tracté par du partenariat. On arrive à des modèles très gagnant-gagnant. D'une part, nous, on a besoin de faire de l'acquisition et d'augmenter notre portefeuille client. Et d'autre part, des partenaires ont besoin de faire de la rétention client et de servir au mieux leurs clients en leur proposant la meilleure solution au meilleur moment donné. Et ce n'est pas un partenariat, c'est ça qui est génial, une multitude de partenaires et en fait un écosystème qu'on est en train de créer dans lequel chacun est amené à travailler avec chacun et des acteurs qu'on pourrait aussi penser peut-être un peu concurrents, fintech, banque, deviennent des super alliés parce qu'évidemment, on ne fait pas la même chose ou pas au même niveau ou pas pour la même personne. Et l'idée, c'est qu'on soit tous capables de répondre parfaitement aux besoins du client qui vient taper à notre porte en disant « j'ai besoin de cela ». Et bien, si moi, je ne peux pas le faire, un autre peut le faire.
Parfait, merci beaucoup. Vous avez déjà beaucoup raconté sur le... Bon, on reviendra dessus sur le partenariat que vous avez fait ensemble. Anne-Sophie, maintenant je reviens vers toi. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'un use case indirect, en fait? Je ne sais pas si c'est les experts comptables dont tu veux parler. Je trouvais que c'était très intéressant. Peut-être Oui. que ce use case, alors, parfait. Oui, tout à fait. On a un petit peu à part sur ce use case-là, puisque en fait, beaucoup d'acteurs de la comptabilité peuvent se mettre en opposition des experts comptables. Nous, c'est un peu l'inverse. On ne les adresse pas du tout à la base, mais on collabore avec eux. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit, on construit un produit pour les entrepreneurs, mais dans l'onboarding de nos clients, quand ils arrivent sur iPadDat, ils connectent leur banque pour qu'on aille récupérer les flux bancaires. Ils connectent leur boîte mail pour qu'on aille récupérer les pièces comptables là où elles se trouvent. Ils connectent, ils renseignent leur login des différents fournisseurs qu'ils utilisent pour qu'on puisse automatiquement récupérer les factures. Et ensuite, on va leur demander, puisqu'on ossérise toutes ces pièces, on fait de la pré-saisie, on va leur demander d'inviter leurs experts comptables pour pouvoir communiquer tous ces éléments qu'iPadDat aura compilés. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a détecté qu'il y avait une opportunité, puisque les experts comptables sont très contents qu'on autonomise leurs clients, qu'on les rende bons élèves, j'ai envie de dire, puisque souvent les entrepreneurs sont pas très attentifs à leur comptabilité. Ils ont autre chose à faire, en fait. Et donc, on a détecté qu'il y avait une opportunité, puisqu'on était situé sur un segment qui adressait les entrepreneurs, mais qui aidait les experts comptables au quotidien. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on a 50% de nos clients qui sont apportés par les experts comptables, alors qu'on on fait aucune acquisition directe sur les experts comptables. C'est uniquement par du nurturing, parce qu'en fait, on les prend en charge au moment où ils sont invités par leurs clients, et on leur démontre à l'utilisation qu'il y a un gain pour leurs clients et pour eux. Alors, aujourd'hui, les experts comptables déploient les clients sur iPadDat. Pourquoi? Parce que ça leur fait gagner du temps. Ça évite qu'ils aient à relancer les clients pour récupérer les factures. Ça évite la saisie manuelle des pièces comptables. Et puis, surtout, ça valorise beaucoup la relation. Ça enlève toute cette pénibilité. Ça leur permet vraiment d'apporter du conseil, en fait. Et puisqu'on a toute cette gestion et cette restitution sous forme d'un dashboard de pilotage de trésorerie, ils peuvent enfin prodiguer des conseils, ils peuvent enfin aussi, les clients, aller voir leur banquier plus sereinement et j'ai envie de dire d'égal à égal, puisqu'ils sont capables de scénariser, de faire des hypothèses d'investissement ou de perte. Donc voilà pourquoi on noue ces partenariats. Juste une dernière question avant que je te donne la parole, Pierre. En termes de revenue model, comment est-ce que vous partagez la valeur avec ces acteurs-là? Alors, c'est encore assez hybride sur les experts comptables, puisque au départ, on facturait toujours le client. Ensuite, on a plutôt facturé des licences aux experts comptables et ils refacturaient ou non leurs propres clients. Et c'est un peu ce qui maintenant devient la norme, c'est qu'en fait, tout est pris en charge par l'expert comptable. Nous, on fait un discount pour qu'il y ait une marge pour l'expert comptable et il va refacturer ou non son client. Donc vous avez créé une nouvelle typologie de clients alors? Tout à fait. D'accord. Qu'on ignorait complètement en lançant le produit. Et il y a maintenant une troisième possibilité, puisqu'on vend également notre API, notamment l'API de Collext. Et au travers de cette API, on arrive à adresser de très gros groupes, puisque aujourd'hui on diffuse à KPMG via Use. Et on est sur des milliers de clients activés et activables. Il y en a encore beaucoup sous le pied. On est aussi présent dans le groupe BPCE et tout dernièrement chez EY. Merci beaucoup, c'est très détaillé. Pierre, est-ce que tu peux également prendre un use case et nous expliquer, reprendre en fait tous les éléments qu'on a couverts?
Donc là, si on fait un peu le panel des types de distribution, on a vu la distribution par rapport d'affaires, je pense que c'est un peu ça que vous faites principalement chez Agicap. La distribution avec des produits MBD par API ou totalement consommés par API ou avec un peu de front, et puis toute la distribution par des experts comptables. Ce qui peut être intéressant d'évoquer comme use case, c'est un truc qu'on fait chez Libéo notamment, c'est effectivement de la distribution par des partenaires technologiques, c'est un petit peu évoqué. Libéo, l'une des forces de Libéo, c'est l'articulation entre une facture et son règlement. Donc en fait, on aide facilement des dirigeants à valider et régler des factures. Et donc cette technologie qui n'est pas simple à construire et qui présente des obstacles, notamment d'un point de vue réglementaire, et qui nécessite d'être vraiment intégrée de bout en bout, parce que sinon le flow est cassé et l'utilité de cette solution est relativement limitée, a intéressé plusieurs acteurs. Notamment, on peut citer cet exemple, une société qui s'appelle Intuit, qui édite un logiciel de gestion comptable qui s'appelle QuickBooks, qui est le leader mondial en fait sur ce type de solution, avec une part de marché écrasante, particulièrement aux États-Unis, et une présence qui est plus nouvelle en Europe. Et donc, dans cette solution, il y a un module qui permet de suivre ses achats et qui permettait jusque-là en fait de principalement catégoriser ses dépenses et de les transmettre à son expert comptable. Pour faire évoluer ce module et lui offrir plus de récurrence et plus d'attractivité, QuickBooks a implémenté la solution Libéo dans ce module, qui permet du coup maintenant de régler également ses factures directement depuis l'application QuickBooks. Et donc voilà, c'est un autre type de partenariat qui est également intéressant, où les enjeux vont être différents. Déjà, il y a un avant-projet qui est beaucoup plus long, où il faut comprendre les flows, comprendre ce qui présente une opportunité, ce qui peut aussi présenter des risques. Voilà. Et puis après, il y a un processus évidemment d'appel d'offres ou de comparaison avec des offres éventuellement similaires, plus ou moins front, plus ou moins back-end. Et une fois qu'il y a un go business avec une base de réflexion sur le partage de la valeur, se lance en fait toute la partie purement tech et sécurité, donc passer à travers toute une batterie de pentest et de vérification. Voilà. Et donc du coup, l'enjeu du coup sur ce type de partenariat, ça va être, je pense vraiment une synergie profonde entre des solutions, et après une capacité en fait à travailler d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue marketing, en fait, puisque l'enjeu va plus tellement être de distribuer la solution, puisque par design, elle est disponible pour tous les utilisateurs de cette solution, mais ça va être d'activer sur de l'usage. Et donc, voilà, c'est une autre logique c'est un autre type de marketing, plus MBD. On a beaucoup parlé de l'embedded finance. Ce type de partenariat serait probablement ce qu'il y a de plus poussé dans l'embedded finance, en tout cas pour tout ce qui est B2B. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut juste revenir sur le use case Agicap Euler Hermès pour que vous nous expliquiez l'un et l'autre, donc sous différents aspects, comment il s'est mis en place? Et alors, un point, Gilles, je pense qu'il serait intéressant que tu partages avec nous, mais de façon très transparente, c'est comment faire, parce que vous êtes à des tempos, des prises de décision, avec des systèmes qui sont pas toujours très agiles. Comment est-ce qu'on fait pour avancer avec ce même objectif, mais en ayant conscience qu'on n'a pas la même vitesse d'exécution? Alors, cette collaboration, elle a été lancée il y a tout pile un an à peu près. L'idée historique, c'était de se dire, d'un côté, Agicap permet à des TPE, PME d'avoir une visibilité sur leur position cash à un instant donné. Et d'un autre côté, aujourd'hui, un acteur comme Euler Hermès note la santé financière de société, mais pour noter cette santé financière, elle a besoin d'avoir de la donnée. Et il faut que le dirigeant soit prêt à la partager. Et donc l'idée était de se dire, d'un côté, plus les entreprises vont piloter leur cash, plus potentiellement elles auront une bonne note, et Euler les notera de façon intéressante, mais aussi d'un autre côté, en ayant la sensibilité de déjà vouloir suivre sa trésorerie, ça veut aussi dire avoir une sensibilité potentiellement à la notation et potentiellement à partager sa donnée avec un acteur en mesure de pouvoir le rater dans le temps. Et donc le point d'accroche, c'était ça. Et après, on se met autour d'une table et on dit comment on travaille ensemble et qu'est-ce qu'on peut s'apporter l'un l'autre. Au début, c'était
nous, gros acteurs ELER, on va aider Agicap à avoir des clients. Et nous, ça nous plaisait plutôt pas mal. En toute honnêteté, c'était un peu notre première motivation. Et ça a plutôt très bien marché. Et après, on a commencé à travailler sur d'autres use cases, où on a constaté que ELER Hermès avait d'autres produits, notamment sous API, qui délivraient une valeur intéressante pour nos clients. Et là, on a commencé à discuter d'une autre version de partenariat où, en fait, c'était nous qui allions amener des clients à ELER Hermès. Ouais, je crois que c'est très bien résumé. En fait, effectivement, il y a une notion de partenariat croisé, puisqu'en fait, on est à la fois, nous, apporteurs d'affaires pour Agicap. Donc, c'est-à-dire qu'on va effectivement proposer à un certain nombre d'entreprises qui viennent sur un site. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est un site qui s'appelle TradeScore, où chaque entreprise de France peut venir consulter sa notation et peut enrichir éventuellement les informations financières pour justement faire réviser sa notation par un analyste crédit. Donc, effectivement, l'idée est partie de cette plateforme et de se dire finalement comment est-ce que Agicap, qui a la vision sur la trésorerie, peut inciter son client qui est mécontent à venir se brancher sur notre plateforme, apporter des informations, dialoguer avec un analyste crédit de l'ELER Hermès et faire d'une certaine façon revoir sa notation. Bon, c'est effectivement ce que tu disais, quand on cache des choses, par définition, quelqu'un qui va porter une garantie ou porter un risque, on suspecte toujours quelque chose de pas très clair. Donc c'est très bien quand il y a de la transparence. Et puis effectivement, en continuant les discussions, comme le disait très bien Amélie, on a d'autres services, notamment un service de recouvrement, qui au départ était un service qui était vendu en front. Comme le disait Pierre, c'est la première approche qu'on a eue, c'est-à-dire de développer d'abord un site où on proposait au marché directement à des entreprises de venir déposer des créances et de bénéficier du recouvrement. C'est une adhésion qui se fait en 3 clics. Et puis petit à petit, en discutant, et d'ailleurs c'est ce qui a fait avancer aussi chez nous techniquement la solution, c'est qu'on a commencé à travailler sur l'APIisation de cette formule, de manière à pouvoir l'intégrer dans des parcours tiers. C'est comme ça qu'en fait on a réussi à construire, et en fin de compte, c'est vrai que ça s'est fait finalement relativement vite. Alors c'est vrai qu'on est une grosse maison, je ne veux pas vous dire que c'est un long fleuve tranquille à l'intérieur d'une grosse maison pour faire bouger les lignes, mais à partir du moment où il y a un cas d'usage qui est intéressant, où on est vraiment dans une dynamique au sein de l'entreprise qui est vraiment de se dire on doit repenser autrement nos métiers, on doit repenser nos produits, on doit repenser nos modes de distribution. Je pense que derrière, après, à partir du moment où on a un bon use case, des partenaires qui sont motivés, ça fonctionne. Pour compléter ce que vous disiez, c'est aussi que on voit, enfin moi ça fait maintenant 5 ans que je travaille sur des partenariats et sincèrement maintenant tous les grands groupes ont une division innovation mais une division aussi collaboration. Ils ont des stratégies qui se développent et donc c'est toujours un peu long par rapport à ce qu'on a l'habitude en start-up, mais de plus en plus des discussions qui pouvaient prendre 1 an et demi prennent plus que quelques mois et vraiment tout le monde avance dans une gestion assez agile, je trouve, des collaborations. Parfait, merci beaucoup. Alors je me tourne vers vous Anne-Sophie et Pierre, vous parliez de KPMG QuickBooks. Donc ça demande à des équipes qui sont quand même relativement petites, beaucoup d'efforts de votre côté en termes de développement, d'organisation, etc. Donc comment vous procédez? Est-ce qu'il y a une espèce de phase de test? Comment est-ce que vous êtes certain que le partenariat que vous allez lancer a quand même de fortes chances d'aboutir? Et comment vous organisez également en interne? Ok, alors nous, pour situer, moi je suis arrivée en qualité de CMO. Donc le partenariat, c'était clairement dans mon scope. Je suis arrivée le jour où on a reçu le virement du CID en 2019, février. Et à l'époque, on avait 300 clients, donc pas beaucoup. Aujourd'hui, on a 3000 clients. On vient d'annoncer une série A. Donc sur cette période de 2 années, on n'était pas ultra staffé pour faire du partenariat. On va dire qu'il y avait moi et une collaboratrice que tout le monde connaît, je pense, à Paris, parce qu'elle est connue et reconnue pour ne jamais lâcher le morceau. Elle est dans l'assemblée. Et en fait, je pense que sur les grands comptes, on ne peut pas trop se permettre d'allouer de la ressource quand on est une petite structure. Donc clairement, c'est moi qui suis allée. Et comme le disait Amélie tout de suite, je pense que c'est facilité effectivement par des petites divisions innovation en interne. Nous, on a eu la chance avec BPCE
de pouvoir avancer assez vite. Alors assez vite, c'est 1 an. C'est un peu lent en temps start-up, mais ça vaut le coup. On est arrivé au bout d'1 an sur un POC où en fait, ils poussaient notre offre auprès de clients professionnels. Quand un mail est envoyé par le banquier, c'est tout de suite vachement mieux que quand c'est iPadat qui l'envoie en call d'emailing. Donc c'est génial, ça donne un super taux d'ouverture, une super visibilité, et on convertit beaucoup mieux. Et puis on a mis 6 mois de POC, et ensuite on est parti sur du déploiement sur une caisse entière. Donc ça, tout de suite, c'est très sympa. Et aujourd'hui, on est en train de co-créer un produit d'ouverture de compte, enfin création de société. Donc je trouve que c'est possible, en fait. C'est possible. Il faut juste bien détecter, mettre les bonnes ressources au bon endroit. On va dire que plutôt les founders, ou quand on est une early stage, plutôt les founders pour les gros partenariats. Et les partenariats de plus petite taille, il faut des gens bien motivés. Et vous donnez pour les tenir. Vous donnez des KPIs à ces acteurs pour que les solutions soient utilisées, pour les modifier, pour les motiver, pour créer de la stickiness. Comment est-ce que... Alors oui, nous on a la chance d'être assez tech. Donc pour suivre les partenariats, mon associé Sébastien a créé tout un environnement qui permet de confier en fait aux partenaires un dashboard où en fait il va voir en temps réel. Nous on a nos métriques à nous, on sait pour combien de mails envoyés, on a de clics, puis ensuite de conversion, de sign-up et de conversion. Et effectivement, nos clients ont accès à un dashboard où ils peuvent voir en temps réel ce que ça donne sur leur propre clientèle. Parfait. Pierre? Ouais, donc la question c'était comment on sait si ça peut marcher ou pas et quelles ressources allouer. Exactement, oui, on est un petit peu dévié, mais oui, principalement. Je pense que ça va dépendre du type de partenariat, du coup, parce que je pense que pour un partenariat de distribution, en fait, on peut sonder assez rapidement s'il y a de l'intérêt, si les cibles sont... si la persona adressée par le partenaire qui distribue est la même, on peut s'attendre à ce que ça fonctionne relativement bien. Et puis, comme vous le disiez, Amélie et Sophie, ça va être un proof point, enfin, ça va être pas un proof point, mais un référol complémentaire qui vient probablement d'une marque qui est déjà relativement établie. Donc ça va évidemment, probablement si c'est bien fait, améliorer les taux de conversion. Sur des partenariats plus intégrés ou novateurs, là c'est évidemment un peu plus rock'n'roll. Il y a moins de certitude. Au-delà de ça, on va plus être dans une logique de test and learn une fois que c'est lancé, pour optimiser au quotidien. Ça va être une logique quasiment comme sur un site web où on va pouvoir optimiser un trafic en fait. Donc là, en observant le comportement, en observant où ça coince, en ayant des signaux en fait et des balises en fait un petit peu partout pour voir ce qui se passe au quotidien. Et donc c'est ce qui va permettre par exemple de changer un wording quelque part dans le produit, ou de déplacer, je sais pas moi, une bannière qui va inciter à tester, etc., etc. Donc ça, c'est une fois qu'on a un petit peu avancé. On va essayer d'avancer comme ça pour optimiser. Et je pense qu'en amont, si on n'a pas de proof point sur un projet qui est novateur, qui est nouveau, ou qui vient d'un marché différent et qui est importé dans un nouveau marché, ce qu'on va essayer de regarder, c'est l'adéquation entre les cibles qu'on vise sur le marché où le projet se lance, et avec des cibles dans des marchés où ça a pu fonctionner. Et donc si on reprend l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé si les personas et les besoins de ces personas étaient les mêmes entre différents marchés. On a eu pas mal de proof points pour aider tout ça. Et voilà, c'est quasiment arithmétique de savoir si ça va marcher ou pas quand on a ces éléments-là. Et après, ce qui fait que ça va marcher ou pas, c'est beaucoup de choses. Et il y a une part aussi de hasard. Je pense que ça dépend. Est-ce que le marché est prêt ou pas? Est-ce que... bref, il y a toute une somme de détails qui, je pense, ne sont pas maîtrisés, mais en tout cas, on peut gagner de la certitude en étudiant scrupuleusement les données qui sont à disposition. Et les équipes en interne, vous avez des équipes dédiées à ces partenariats? Comment ça s'est organisé par typologie de partenaires? Ouais, donc on a des équipes. Chez Libéo, on a des équipes
qui sont constitués par objectifs, qui sont relativement product-led. Et donc sur ce sujet des partenariats, on a une équipe qui est constituée donc entre guillemets de commerciaux qui vont pouvoir expliquer les intérêts de ce use case et d'une intégration mutuelle. Une équipe qui va faire de la gestion de projet et du marketing, et bien sûr des product managers et des développeurs qui vont être dédiés à ça, donc qui vont ouvrir une ligne avec les équipes voilà, qui vont expliquer le fonctionnement de l'API, qui vont proposer aussi une méthodologie de pré-mise en place, pour la mise en place, pour le testing, qui vont proposer des outils aussi marketing in-app, parce que c'est vraiment un système, une manière de faire un peu différente. Et voilà, en gros, un peu le fonctionnement. Parfait. Alors, Agicap, ça va représenter, tu disais, 15% du chiffre d'affaires. Dans quoi? Dans l'année? Alors aujourd'hui, donc comme j'expliquais, en tant que SaaS, on se pilote au MRR, hein, donc au revenu qui est généré chaque mois, au nouveau revenu. Et donc, il y a un an, c'était 100% qui venait du direct, donc soit de la outbound avec des gens qui appelaient, soit de l'inbound avec du paid. Aujourd'hui, tous les mois, il y a 15% de ce nouveau chiffre d'affaires qui est signé et qui est intermédié. Et alors qui est intermédié, donc on en parlait par ce qu'on appelle, nous on a divisé maintenant en deux les partenariats. On a d'une part les partenariats qu'on appelle institutionnels, avec lesquels on a les acteurs bancaires, les acteurs assureurs avec lesquels on travaille. Crédit du Nord, BPI France et Euler, pour les reciter. Et de l'autre côté, on a les partenariats technologiques avec lesquels on travaille sur l'intégration de nos solutions. Là, c'est encore un peu un use case différent, c'est que Agicap a besoin de remonter de la donnée en temps réel. Pour remonter cette donnée en temps réel, il faut le faire par API. Si on fait du drag and drop, c'est déjà trop tard, trop long, pas intuitif pour le client. Et donc pour ce faire, on travaille beaucoup à l'intégration auprès d'outils tiers, qui sont des outils ERP, comptables, autres, pour aller chercher facture fournisseur et facture client. Et cela, ça pousse aussi à beaucoup de collaborations. Alors il y a quelques mois, ces collaborations, c'était plutôt avec des acteurs fintech qui nous ressemblaient. Et puis on a toujours regardé un peu du coin de l'œil des gros acteurs qu'on connaît tous, Microsoft, Oracle, Sage, en se disant ça c'est le monde différent, en tout cas l'on-premise, pas le SaaS, et la collaboration, on se comprend pas trop, on n'est pas de la même génération. Et finalement, en fait, ça commence aussi à évoluer. Leurs nouvelles versions d'outils sont en mode SaaS. Donc on commence à parler le même langage, et eux aussi disent nous on a un gros cœur du réacteur qui est le ERP au sein d'une entreprise, et pour les modules spécifiques on va pas les développer, on va aller chercher les spécialistes de chaque domaine, et donc potentiellement pour la gestion de trésorerie pour une PME multifiliale et qui aura des comptes dans plusieurs pays en Europe, et on ira chercher Agicap pour faire ça. Parfait, merci. Il nous reste 5 minutes. Alors avant de partir, j'aimerais que vous partagiez avec l'audience, avec moi, les facteurs clés de succès de ces collaborations, voilà, voir nous expliquer les do's and don'ts qui font que ça marche. Je commence. Vas-y. Pour moi, le premier point indispensable dans les partenariats, c'est d'être très franc et très clair dès le début avec ce que l'on recherche et ce que l'on peut donner. Et c'est incroyable de discuter avec... On peut discuter avec beaucoup de gens et pas obtenir grand-chose et pas donner grand-chose. Et passer beaucoup de temps à discuter sans aller à une proposition de valeur commune. Du coup, pour moi, un des points très clairs, c'est de se dire collaborer, c'est bien, mais collaborer pourquoi ? Et de quelle façon on va pouvoir faire grandir les deux acteurs. Pour moi, c'est l'un des premiers points, en tout cas, que je donne aux équipes, c'est de dire quel est notre objectif, quel est l'objectif de la personne avec qui tu parles, et comment on fait ensemble pour le remplir. Et si on ne peut pas le faire, c'est pas grave, on reparlera ensemble dans un an, ça aura peut-être changé. Gilles ? Je continue. Moi, je dirais qu'effectivement, pour le facteur clé de succès, c'est d'arriver à dégager dès le départ qu'il y a des vraies synergies entre les deux partenaires. On est de tailles très différentes, on a des temps de marché qui sont très très différents. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à se dire notre proposition de valeur conjointe, elle fait vraiment du sens pour les clients, et donc elle va vraiment créer une traction. Et donc on a, l'un comme l'autre, intérêt à travailler ensemble et à mettre en place cette solution. Et je crois que c'est cette confiance qui doit s'établir au début, qui va permettre ensuite d'activer les bons leviers, que ce soit les leviers tech, les leviers financiers, les leviers des ressources internes, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment un des points
essentiels pour assurer le succès de ce type de partenariat. Alors, je ne vous dis pas qu'on réussit à tous les coups, parce que j'ai des contre-exemples où on a fait des choses, on a développé des API, on a personnalisé des intégrations, et puis on s'aperçoit qu'au départ, on avait une vision qui était apparemment commune, où on partageait les mêmes objectifs, puis au final, pour l'instant en tout cas, ça ne fonctionne pas bien. En tout cas, il n'y a pas de résultat concret, et quelque part, le KPI derrière, c'est quand même aussi le succès de l'opération. Merci. Sophie? Ben, je suis assez d'accord avec nos amis. Donc, je vais plutôt partir sur les dons. Je pense qu'il ne faut pas, et notamment pour les startups, il ne faut pas forcément dévier de sa roadmap pour forcément séduire un grand compte. Et parce que ça peut être fatal, je pense. On peut s'éloigner de son produit, on peut perdre un peu sa feuille de route, et ça peut être embêtant. Donc, il faut savoir dire non, je peux pas. Et ça, je pense que c'est vraiment un écueil à éviter. La franchise. Ouais. Et Pierre, en mot de la fin? Non, je suis d'accord avec tout ça. Je pense qu'il y a des, il y a des éléments qui peuvent être intéressants. C'est avoir des objectifs communs, chiffrés. Je pense que ça peut être un élément intéressant. Fonctionner autour d'un business plan sur un projet commun, et bien baquer ça juridiquement. Donc pour le juridique, dans le juridique, il faut penser à comment ça se passera si ça se passe bien, mais aussi penser à ce qui se passera si ça se passe pas comme on le souhaite, et réfléchir à des incentives, mais aussi éventuellement même, pourquoi pas, à des pénalités si l'une des parties fait pas son travail. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir dans un contrat, si on parle de contrat par exemple, d'avoir des objectifs communs, expliquer ce que chaque partie va chercher à atteindre comme objectif individuel, et du coup expliquer ce que chaque partie va avoir à sa charge comme action, objectif, et voir ce qui se passe si ça se passe bien. Mais comme je disais, si une des parties ne réalise pas ce qu'elle a dit qu'elle ferait, peut-être réfléchir aussi à une pénalité. Et donc du coup, ça peut permettre par exemple de savoir si un partenaire est sérieux ou pas, et de savoir si on est en train de perdre son temps ou pas. Voilà. Merci à tous les quatre, c'était très très intéressant. Merci et actionnable. Merci à tous.